Nous allons commencer, j'appelle à la barre, donc Laure Pilias du réseau APP, qui va nous... Voilà, tu peux prendre celui-là, et là tu as la petite... voilà. Je sais que si le son est bon, les interprètes sont prêts. Ok. Oui, comme tu veux. Super. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Laure Pilias, l'animatrice nationale du réseau des APP. Alors, je vais vous présenter donc le projet Apprenant Agile, qui est le projet de badge du réseau, et surtout, en fait, vous partager avec vous nos enseignements après un an d'expérimentation. Alors, notre écosystème de base. C'est vrai que depuis hier, on parle beaucoup d'écosystème. Donc, nous, à la base, c'est l'APAP, un porteur de projet, donc une association nationale. C'est un réseau engagé, c'est 118 espaces de formation, et c'est nos apprenants, apprenantes, c'est 30 000 apprenants par an. Et bien sûr, évidemment, il va avoir autour de cet écosystème tous nos partenaires, et notamment au niveau des territoires et au niveau national. Mais ça, c'est voilà, à la base notre écosystème, et donc on a développé notre propre plateforme de badge qui s'appelle donc Apprenant Agile, et vous la retrouvez à cette adresse. Alors notre ambition de départ, c'était quoi? C'était de valoriser la diversité des compétences mobilisées et développées par les apprenants lors de leur parcours de formation. Mais aussi, finalement, on parle de compétences, mais c'est finalement plutôt leur acquis d'expérience de la formation en APP. Alors je vais faire rapidement juste un rappel de notre contexte. C'est-à-dire, qui sommes-nous? APP, alors qu'est-ce que ça signifie? Les APP, c'est Ateliers de pédagogie personnalisée. Alors c'est à la fois une démarche, c'est une démarche pédagogique, donc qui est fondée sur l'auto-formation accompagnée, qui place l'apprenant au cœur de sa formation, qui est basée sur la pédagogie personnalisée, l'accompagnement. Donc chaque apprenant a un parcours de formation personnalisé en fonction de ses besoins, de ses objectifs, que ce soit en nombre d'heures, en modalité pédagogique, en plan. Donc chacun a son programme de formation. Et il y a donc, c'est aussi à la fois donc une démarche, un lieu, parce que finalement c'est une organisation apprenante qu'on va labelliser, c'est un espace de formation, et un label, puisque donc cette démarche, ce lieu, est qualifié par un label. Et donc l'APAP, c'est la tête de réseau des APP, c'est celle qui gère le label APP et qui anime le réseau, qui en promeut la démarche, et qui mène donc des projets de recherche et développement. Les apprenants, qui sont-ils? Les apprenantes, c'est 30 000 personnes, on l'a vu, donc accueillies par an. C'est un chiffre qui est à peu près stable. Hein. Donc, le label et le réseau existent depuis 30 ans. Donc on estime à peu près 3 millions de personnes qui ont pu passer en APP. Mais là, depuis quelques années, on est sur un nombre à peu près stable de 30 000 personnes. Donc c'est 2 700 000 heures de formation centrées sur les compétences clés. C'est-à-dire que les personnes qui viennent en APP viennent avec un projet de remise à niveau, de travailler sur les compétences clés, les compétences de base. On va de la lutte contre l'illettrisme à de la remise à niveau pour une personne qui va préparer un concours. Donc des publics très divers et des parcours qui peuvent aller de 30 heures à 300 heures. Donc c'est 63% de femmes, c'est 68% de demandeurs d'emploi, c'est 57% de personnes qui sont de niveau 5 et infra. Donc bon, c'est plus vous savez que la nomenclature a changé, mais c'est les premiers niveaux de qualification. Et c'est 41% aussi d'heures de formation qui va être concernée vraiment sur l'apprentissage du français, de la communication orale écrite, et on va voir d'ailleurs dans 10% de public spécifiquement sur le flux. Donc voilà, ça c'était pour vous faire un petit peu notre contexte. Et donc nos enjeux, comme beaucoup de monde, comme tous les porteurs, je crois, de badge, c'était de rendre visible l'invisible. C'est un peu tous notre slogan. Hein. Sauf que nous, donc, il y avait deux enjeux. Il y avait un enjeu au niveau des apprenants, rendre visible l'invisible au niveau des apprenants, c'est-à-dire toutes les compétences effectivement que je mobilise et qui ne sont pas mises en avant, qui ne sont pas valorisées, parce qu'on se concentre plutôt sur les objectifs de départ. Enfin, on se concentrait plutôt sur les objectifs de départ. Et puis, c'était aussi de rendre visible l'invisible pour le réseau. C'est-à-dire, nous, en tant que tête de réseau, c'était pour les 118 organismes de formation. Et pour notre démarche, c'était de montrer en quoi il y avait ce modèle fonctionnait et on savait qu'il se passait quelque chose, une sorte de transformation au niveau de l'apprenant, mais c'était pas mis en avant. Et on voit bien qu'en fait, ces deux enjeux, à un moment, il y a eu presque un système de tension, c'est-à-dire que on a voulu mettre tout en valeur dans nos badges. On a créé 24 badges.
Et dans ces 24 badges, franchement, on a voulu tout leur faire dire. À quel point, effectivement, la démarche avait du sens, que ça faisait développer les compétences, qu'on était sur les 8 compétences clés européennes. Mais en fait, ça en est devenu illisible. Et en fait, là, on s'est rendu compte qu'on avait fait passer presque peut-être la volonté de mettre en valeur nos enjeux, rendre visibles les bénéfices, et finalement, ça n'avait plus vraiment de sens pour les apprenants. Donc, il y a eu cette V1 des badges, et puis après, on a eu la V2 des badges. C'est-à-dire, à un moment, on s'est recentré sur ce qui faisait vraiment sens, en se disant, mais les badges, c'est avant tout un objet de communication pour l'apprenant, et le bénéfice, il doit être pour lui. Donc voilà, on est quand même passé de 27 badges à 5 badges. Donc, a priori, là, maintenant, c'est beaucoup plus lisible. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des badges, parce que ça prendrait un peu de temps, mais je suis disponible pour échanger. Mais l'idée, c'est que les badges bleus sont centrés, donc explorateur de mon parcours, bâtisseur de mes compétences et architecte de mes projets, vont être centrés plutôt sur l'informel, justement la mise en visibilité des compétences, on va dire, donc transversales, mobilisées lors d'un parcours de formation, parce que fondé sur l'auto-formation accompagnée, donc du coup je vais prendre confiance, je vais coopérer, je vais agir avec méthode, je vais communiquer. Et c'est aussi de mettre en valeur la prise d'autonomie de la personne, la capacité d'agir, le fait effectivement qu'elle va se responsabiliser dans son parcours. Et donc c'est aussi ça qu'on voulait mettre en valeur. Et on va avoir différents niveaux, c'est-à-dire explorateur, on est déjà sur un badge plutôt d'engagement, je m'engage dans une démarche. Le badge bâtisseur de mes compétences et architecte, on va être plutôt sur l'accomplissement, sur des badges de capacité. Et puis il y a les badges roses, qui sont les badges en fait là un peu plus formels, où on est sur le apprendre à apprendre, parce que c'est vraiment une compétence reine dans le cadre d'un parcours en APP, mais je pense dans tout le cadre d'un parcours fondé sur l'auto-formation. Et donc c'était important pour nous de le mettre en valeur, pour les apprenants aussi, dans l'idée d'apprenant agile. Voilà, je me dote de méthodes dans le cadre de mon parcours, je reprends plaisir à apprendre. Et donc voilà, donc, actuellement 5 badges. Notre dispositif de validation, il repose sur quoi? Il repose sur une approche méthodologique qui va être centrée sur l'expérience de l'apprenant. Parce que comme on l'a vu dans les slides précédents, c'était rendre visible l'invisible par l'épreuve. On ne voulait pas effectivement mettre en place des évaluations sommatives. Donc c'était vraiment de rendre visible par l'épreuve. Donc on s'appuie sur ce que la personne a vit pendant son parcours de formation. On va s'appuyer aussi sur ce qu'elle vit bien entendu dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc on part des situations vécues pour aller mettre en valeur des compétences. Et depuis toujours, il y a de la réflexivité dans les parcours de formation, mais on a accentué cet aspect en mettant vraiment en place des ateliers collectifs de pratique réflexive. Bon, c'est pas un nom super sexy, atelier collectif de pratique réflexive. Donc là, c'est après à chaque OF de trouver des noms où les apprenants vont avoir envie de s'y inscrire. Mais l'idée étant vraiment de mettre en place une dynamique collective sur un moment où on peut privilégier, parler de son parcours, ce qu'on vit, quelles compétences on met en œuvre, qu'est-ce que c'est une compétence. L'idée était vraiment de se dire que ces ateliers soient ludiques aussi. Là, ça a été un gros enjeu, c'est-à-dire que les formateurs ont créé beaucoup de ressources et ont imaginé beaucoup de séquences d'animation, effectivement parce que parler des compétences, identifie tes compétences en situation, c'est pas comme ça qu'on va y aller. Qu'on y va, quoi. On va faire des jeux, on va faire du sketchnoting, on va mettre en place des animations pour révéler et libérer la parole autour de ces enjeux. On a une grille de lecture partagée. Alors, c'est pas un référentiel, on insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, effectivement, pour étalonner les compétences et on ne va jamais valider vraiment un niveau de compétence. On est plutôt sur une grille de lecture partagée, sur dire, déjà, qu'on se mette d'accord un peu sur qu'est-ce que communiquer, qu'est-ce que coopérer, qu'est-ce qu'agir avec méthode, de quoi on parle. Et finalement, ce qu'on va valider, de toute manière, c'est plus la capacité de la personne à les identifier et dans des situations, finalement, à avoir plutôt une pratique réflexive, quoi. Puisqu'on mobilise tous ces compétences, de toute manière. Et donc, voilà, une grille de lecture partagée. Et puis aussi, cette grille de lecture, on l'a partagée, finalement, avec ce qu'on met en œuvre déjà de nos domaines de formation. Et comme ça nous permet un peu de croiser et d'aider aussi les apprenants à lire ces compétences. Et des outils de formalisation des acquis. Alors pareil, ça existait déjà, mais finalement on a été un peu plus loin. On a mis en place des carnets, les carnets des apprenants, où l'idée c'était vraiment qu'ils écrivent que le positif. Et on va essayer d'avoir une vision très positive autour de votre parcours de formation. Quel outil de formalisation on peut imaginer comme preuve aussi pour les badges. Donc voilà, et ça c'était vraiment l'idée que c'était des approches. Après c'était chaque APP à construire aussi ces outils.
Donc à partir de juillet 2018, le réseau APP, donc ça fait maintenant plus d'1 an, est entré dans sa phase d'expérimentation. Pour nous, c'est important de dire qu'on a mis en place des formations actions. Il y a eu 10 promos, et l'idée c'était vraiment de formation action, puisque on a présenté les grands principes, les badges, mais voilà, c'était à vous, professionnels, d'intégrer ce dispositif, d'intégrer cette approche dans vos pratiques. Donc on a formé 64% de notre réseau actuellement, formé 142 professionnels, et aujourd'hui on a délivré donc 409 badges à 250 apprenants. 252 apprenants. Alors ce qui a bien marché. Côté réseau, ce qui a bien marché, c'est le re-questionnement des pratiques. C'est vraiment que les professionnels, ce qu'ils ont apprécié, c'est de nouveau se questionner sur leurs pratiques, sur la démarche APP. Il y a eu, pour eux, c'était un retour aux fondamentaux de la démarche, parce qu'il y a toujours eu cette idée de valoriser, de la reconnaissance, ça a toujours été au cœur de la démarche. Un échange de pratiques entre pairs. Et puis beaucoup, une dynamique créative. C'est vrai qu'on a fait nos assises l'année dernière. Chaque année, on rassemble tout notre réseau sur 2 jours. Et on a fait une expo sur toutes les ressources qui avaient été créées pour animer ces ateliers. Et vraiment, c'était impressionnant de voir. Ils se sont remis dans une position créative pour pouvoir travailler sur la reconnaissance et l'enjeu des compétences avec les apprenants. Les difficultés, les inquiétudes, au début, ils ont trouvé ça vachement théorique. Mais même nous, on était très théorique, en fait, parce qu'au début, c'était un peu conceptuel pour nous. En fait, tête de réseau, on n'est pas en lien avec les apprenants et apprenantes. Donc, on essayait de faire passer des messages, mais au début, on était un petit peu conceptuel, un peu théorique. Et puis, finalement, nous aussi, il fallait que ça mature dans notre esprit. Une disponibilité réduite, c'est toujours pareil aussi. C'est que les équipes, elles ont déjà leur quotidien. Et puis, on sait comment maintenant l'administratif, les dispositifs peuvent prendre la place. Et du coup, il faut leur dégager du temps pour mettre en place des choses, créer de nouveau. Donc, une disponibilité parfois un petit peu réduite. Alors nous, on l'a ressenti, mais aussi au sein, les formateurs peuvent le ressentir dans leur quotidien. Un des gros enjeux pour eux, c'est comment je vais animer ces ateliers. Finalement, c'est nouveau, je ne l'ai jamais fait, donc comment je vais animer les ateliers? Quelle trace proche je vais associer au badge? Alors ça, c'était vraiment... parce qu'on a changé de paradigme, on leur a dit non, c'est pas les feuilles d'émargement, c'est pas les attestations, c'est autre chose. Donc ok, mais alors qu'est-ce que je vais mettre? Des photos, des écrits, et puis des vidéos. Et tout. Donc là, c'était un peu nouveau. Et puis quelle valeur? Vraiment, la valeur, elle se pose toujours. C'est-à-dire, mais je certifie quelque chose. Mais quelle valeur vont avoir mes badges? Donc c'est pareil, il fallait déconstruire, échanger sur ces aspects-là. Et donc les réponses que nous, on a apportées au niveau national, c'était de se dire, il faut qu'on s'autorise à expérimenter. En fait, on va expérimenter ensemble avec les apprenants volontaires, mais on va expérimenter, quoi. Donc on va découvrir, on va tester, on va se tromper, on va questionner, et il faut l'assumer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est passé de la V1 à la V2 déjà des badges. Et puis aussi, on est dans une approche projet, c'est-à-dire que là, tête de réseau, on ne vient pas vous plaquer, on n'est pas dans un truc descendant. De toute façon, déjà, le projet, on l'a pensé ensemble, mais c'est surtout, mettez-vous en mode projet au sein de vos APP, et on se met en mode projet au niveau du réseau. Et puis ce qui a rassuré beaucoup, c'est les temps d'échange de pratiques. C'est vrai que les professionnels, ils sont très friands de l'échange de pratiques, de se rencontrer, de pouvoir mutualiser les outils. Alors on avait mis des blogs en place, et donc les promos ils avaient 10 blogs, un blog par promo, et en fait du coup ils postaient chacune les outils qu'ils créaient, des témoignages d'apprenants, des témoignages personnels, et donc ça a très très bien fonctionné. Donc maintenant on pense à essayer de créer un blog national. Et donc l'impact auprès des apprenants, ce qui a vraiment marché, c'est les ateliers de pratique réflexive, parce que ça c'était nouveau, et en fait ils se sont, ce qui ressortait était très positif. C'était vraiment, ils ont vu ces temps-là en fait comme des temps de parenthèse, où il n'y avait pas vraiment d'enjeu. On n'était pas là pour évaluer leur parcours de formation, c'était autre chose. Donc du coup ils ont vu ça comme des parenthèses, un peu déconnectées en même temps de leurs objectifs de départ, mais ça fait du bien, je prends conscience de choses. Ah ouais, j'ai développé ces compétences, ok, les compétences, qu'est-ce que c'est, comment je fais, les difficultés que je rencontre, et puis du coup aussi cet aspect ludique. Il y a eu un investissement et de l'intérêt pour aller valider les badges dès le début. Forcément, ça a apporté beaucoup de reconnaissance, et on parle de auto- et hétéro-reconnaissance, dans le sens où ils se sont reconnus, mais ils ont aussi été reconnus par les autres, notamment dans les ateliers.
Et puis le renforcement de la posture, en fait, le renforcement de la posture aussi de l'apprenant, c'est-à-dire que si je me mets dans une démarche réflexive en tant qu'apprenant, je renforce aussi ma posture, forcément, parce que je prends conscience de choses qui se passent, qui se déclenchent. Du coup, il y a des impacts partagés pour nous, que ce soit au niveau des formateurs ou des apprenants, c'est un changement de regard, c'est de se dire qu'on va voir autrement pour aller voir autre chose. C'est un changement de posture, c'est-à-dire que ça renforce à la fois la posture du formateur et la posture de l'apprenant. Effectivement, on apprend et on enseigne autrement, et puis c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on ne va pas évaluer, on n'évalue pas comme des fois on va évaluer de manière traditionnelle, quoi. On évalue autrement pour évaluer autre chose. Alors quel plan d'action maintenant pour nous, pour la PAP ? C'est organiser vraiment le retour d'expérience. C'est-à-dire que là, on a eu un an et demi, et puis des fois, nous, on a des difficultés, effectivement, quand même, comme c'est l'animation de réseau, de faire émerger la parole et les témoignages des apprenants. Donc là, notre enjeu, c'est vraiment de créer un comité des usages autour des badges avec les formateurs et les apprenants, de faire vivre et consolider le projet. Il faut qu'on accompagne les 42 APP qui sont encore en marge aujourd'hui du projet, parce que l'effet de réseau, c'est ça, il y en a certains qui attendent de voir si ça marche et si c'est vraiment intéressant pour y aller. Et puis, il faut qu'on décentralise la reconnaissance. C'est-à-dire que là, elle était finalement beaucoup centralisée. Elle a été décentralisée dans le sens où nous, c'est pas nous qui donnons les badges, c'est toujours les APP d'ailleurs, c'est toujours les apprenants qui demandent, c'est jamais les formateurs qui soumettent. C'est toujours les apprenants qui demandent les badges, donc c'est côté volontaire, mais finalement, il y avait quand même, les badges ont été pensés au niveau national avec une équipe projet, des équipes projet avec des formateurs, mais néanmoins. Donc là, l'idée, c'est aussi de décentraliser cette reconnaissance et de se dire peut-être que maintenant, on va créer d'autres badges, quoi. Maintenant que vous avez compris le concept et que vous avez compris les enjeux, allez-y, quoi. Voilà, je crois que j'ai terminé. J'ai terminé. Merci Laure. On a le temps pour une question. One question de quelqu'un du public. Pourquoi avoir choisi de créer une plateforme ? Plusieurs raisons. Au démarrage, c'est vrai que quand on s'est intéressé aux badges, déjà, c'était je pense il y a 3-4 ans maintenant. Et du coup, on avait du mal à s'y retrouver. C'était beaucoup en anglais, donc nous, c'était compliqué pour nous, au niveau des apprenants, de se dire, il y avait cet aspect-là. On voulait aussi être indépendant d'une certaine manière, c'est-à-dire avoir une indépendance au niveau de la plateforme, qu'elle nous appartienne. Et surtout, on voulait avoir un système de gestion des droits. Avec une arborescence un peu particulière. Il y a les OF, il y a la PAP, après il y a les APP, après il y a les formateurs, on a les formateurs référents, c'est-à-dire créé un peu notre système interne de délivrance et des rôles de rôle de chacun. Après, je pourrais aller beaucoup plus loin, il y a des bons côtés, il y a aussi des mauvais côtés d'avoir sa propre plateforme. Parce qu'effectivement, il y a quand même une dynamique qui se crée, par exemple, au niveau en France, qui est beaucoup utilisé, Open Badge Factory et Open Badge Passport, et du coup, les structures se reconnaissent entre elles, etc. Donc il y a des côtés, effectivement, je pense qu'il faut vraiment peser les pour et les contre avant de se lancer dans le développement de sa propre plateforme. Donc voilà. Je pourrais partager plus en détail. Merci Laure. Merci bien. On t'applaudit encore. Alors, qu'avons-nous après? Je vérifie. C'est ici. Je vais y arriver. Où est la souris? J'ai perdu la souris. Je ne vais pas y arriver. Là, j'ai la souris qui est ici. Elle arrive par là. Voilà. C'est à toi, Louis? Oui, merci, c'est gentil. Je ne me souvenais plus. Donc, voici le micro. Et hop.
Bon, Je te laisse bonjour. te présenter. C'est parti. Ouais, c'est parfait. Non, ok. Donc, en fait, aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un peu la démarche qu'on a commencé à Réseau Canopé. C'est un opérateur de l'éducation nationale, Canopé. Et c'est un des opérateurs de l'éducation nationale. Donc, on a commencé aussi cette démarche dans le cadre d'un projet qui s'appelle le laboratoire des usages, en fait. Donc, on aborde, on va dire, différents sujets avec les laboratoires des usages très différents, l'intelligence artificielle, la blockchain et les open badges, en fait. Donc, nous, avec les laboratoires des usages, on essaye d'avoir une approche plutôt ascendante que descendante, justement, à partir des enseignants et des élèves. Donc, juste pour rappel, en fait, je suis Luis Galindo, donc je travaille à la direction de la recherche et du développement à Réseau Canopé. Donc, je suis chargé d'expertise et de partenariat à Réseau Canopé. Et aussi, je suis chercheur associé au laboratoire Techné à l'Université de Poitiers. Donc, je commence toujours, en fait, on a commencé à faire, il y a une faute ici au cas où, et on commence toujours à faire une analogie, on va dire, quand je commence la partie acculturation, entre guillemets, on va dire, de notre réseau. Et je ne sais pas si vous connaissez Carol Dweck, en fait, c'est une psychologue de Stanford, elle a fait The Growing Mindset, en fait. Donc je commence en fait par cette analogie, donc l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit en développement. Dans un état d'esprit fixe, où nous croyons que nos qualités ne sont pas modifiables et nous cherchons donc à prouver que nous avons systématiquement raison plutôt que de tirer des leçons de nos erreurs. Donc c'est quand on dit par exemple à un enfant, tu es très intelligent, le problème c'est que si on donne des défis plus compliqués que ça, il va avoir du mal à se lancer en fait, parce qu'il est déjà par défaut en fait intelligent. Au contraire, de l'autre côté, on va dire, il y a l'état d'esprit en développement, que c'est un état d'esprit dans lequel nous croyons que nous pouvons nous améliorer avec le temps et l'expérience. Donc comme ça, on ne va pas avoir peur, on va dire, de se lancer à chaque fois qu'un défi plus compliqué va arriver. Donc je fais cette analogie parce que dans ces contextes, c'est l'état d'esprit en développement qui crée une passion pour apprendre tout au long de la vie, en fait. Pourquoi je fais cette analogie? C'est pour expliquer un peu la différence entre le diplôme, on va dire, et les certifications et les open badges, en fait. Les diplômes, une fois j'ai mon diplôme, il est assez fixe en fait, c'est fini en fait. Là, je passe à l'autre étape. Mais avec les open badges, c'est un peu plus dynamique en fait. Je ne vais jamais terminer de construire en fait mes apprentissages. Et c'est ça la différence. Par exemple, hier, j'ai parlé avec un atelier qui c'est juste à côté d'Arras. Et justement, un médiateur, il me disait qu'il voulait transformer les certificats qu'ils font déjà dans l'atelier un open badge, parce que maintenant c'est un peu la mode, on va dire, les open badges, donc il fallait les faire. Donc c'est pour ça que je commence par cette partie. Mais il y a un collègue canadien qui était hier là, je ne sais pas s'il est là-bas, qui m'a fait repenser hier soir en fait à cette partie-là, que peut-être il faut aller étape par étape en fait. Mais j'essaye toujours de faire la différence entre les diplômes et les certificats. Rien contre les diplômes et les certificats, hein. Ça peut être complémentaire, comme c'est le cas par exemple du projet avec la Normandie et aussi avec l'Université de Cergy, par exemple, que c'est un DU, un diplôme universitaire avec les open badges validés par les laboratoires à Cergy, par exemple. Donc, c'est très complémentaire, mais c'est différent, en fait. L'approche plus dynamique, plus fixe, en fait, une fois qu'on est arrivé au certificat, on va aller à une autre chose. Donc, je commence toujours par ça dans notre réseau. Mais on a commencé, comme je disais avant, on a cette partie ascendante, on va dire, à partir des enseignants et des élèves. Et on a commencé à, on va dire, interroger, en fait, autour des open badges, les enseignants et les élèves. Et on a découvert, on va dire, beaucoup de problèmes, en fait, autour de ça, beaucoup d'interrogations de justement certaines personnes. Ce que je viens de dire, en fait, on fait beaucoup de micro-certifications et on pense toujours à la micro-certification, en fait. Quand on va sur le terrain, c'est toujours ça qui ressort, en fait, la micro-certification. Et c'est ça aussi qu'on voit dans les plateformes, dans les expérimentations, beaucoup de micro-certifications, on va dire. Après, parfois, les problèmes aussi, si on regarde un peu Open Badge Factory, par exemple, ou n'importe quel sac à badge, il y a beaucoup d'images, pas un badge, en fait, mais c'est juste une image. Parfois, il n'y a même pas de métadonnées derrière. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, en fait. C'est la participation à quelque chose. Il n'y a pas de métadonnées, il n'y a pas de critères ni de preuves, etc. Et parfois, les enseignants, en fait, ils se demandent à quoi ça sert. C'est très sympa, hein, parce qu'il y a l'image, etc. Je la poste sur Twitter, c'est très sympa. Mais comment je vais l'utiliser? Donc, c'est la grande question. Comment je vais utiliser mon badge, en fait? Et l'autre problème qu'on a commencé à découvrir, c'est qu'il n'y a pas de cohérence. Par exemple, on avait vu un badge créativité, centré sur la compétence, on va dire. Mais j'ai gagné cette badge quand j'allais à une conférence sur la créativité. Ou quand j'ai fait un cours toute une semaine de créativité, mais ce n'est pas du tout la même chose en fait. Donc les enseignants aussi ils se posent la question de
quelle cohérence! C'est vrai qu'on est formaté aussi à l'éducation nationale pour avoir un cadre très bien cadré, etc. Mais c'est quand même intéressant de voir cette cohérence, en fait, que parfois il n'y a pas cette cohérence. Donc, quand on concentre, il y avait un article que Serge Ravet, justement, avait partagé il y a quelques mois, très intéressant au New York Times, et sur justement comment on se concentre sur la compétence, en fait, et les problèmes de se concentrer sur la compétence et pas sur qu'est-ce que je peux faire avec cette compétence. C'est un peu le cas de la créativité, en fait. C'est les badges créativité. J'ai suivi un cours créativité, je suis allé à une présentation créativité, mais je ne suis pas forcément plus créative, en fait, si je suis allé à cette présentation sur la créativité, mais ça ne me dit rien de qu'est-ce que je peux faire avec cette compétence. Et on voit beaucoup, en fait, ça, et cette manque de cohérence aussi. Et la dernière chose, un écosystème, dont on parle beaucoup des badges, etc., mais parfois, quand on commence à interroger, on va dire, les acteurs, on ne voit pas vraiment un écosystème. On voit beaucoup de projets très intéressants, et aussi les écosystèmes sont de différentes tailles. Par exemple, il y a des enseignants qui travaillent avec sa classe. Et c'est très intéressant la dynamique. Par exemple, à Ludovia, il n'y a pas longtemps, j'avais parlé avec un enseignant. C'était fascinant, en fait, ce qu'il faisait avec sa classe. Mais sa classe, c'est l'écosystème, en fait. Donc, les endossements, etc., tout va dans sa classe, en fait. C'est les élèves, etc. Après, Maurice Bedel, par exemple, dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est un autre projet très intéressant, c'est les collèges. Mais c'est les collèges, l'écosystème. Donc, c'est très intéressant aussi. Et parfois, on essaye d'aller plus loin. Par exemple, les collèges Maurice Bedel, par exemple, pourraient aller dans les réseaux BOT, par exemple, que c'est les réseaux, un peu les badges de la Nouvelle-Aquitaine. Oui? Je parle hyper vite. Ouais, je suis désolé, hein. Je parle... Oui, je vais réduire un peu. Merci, hein, parce que d'ailleurs, il me remarque toujours que je parle trop vite. Et donc, c'est le problème de l'écosystème, en fait. Donc, et pour nous, en fait, on a commencé à réfléchir à deux choses, la typologie et l'écosystème, justement. Et l'important, justement, pour donner une cohérence, pour aller étape par étape, pour donner plus de cohérence aussi à la délivrance des badges. Donc, on a commencé à imaginer cette typologie, on va dire, comme chaque badge, comme un Lego, on va dire. Donc, chaque badge est une brique Lego. Le problème, c'est que quand on observe, on va dire, et on observe n'importe quel écosystème ou projet, etc., parfois les enseignants aussi, ils regardent un peu ça, en fait. Et c'était l'exemple de la collègue qui avait présenté juste avant moi. Il avait présenté plein de badges, il a pris 5 badges, en fait. Et c'est ça, tout le monde commence à se perdre, en fait, et après, on ne voit pas trop l'utilité. C'est très sympa, etc. Mais les enseignants, surtout dans ces contextes, ils n'arrivent pas à voir vraiment l'utilité, en fait, des open badges, par exemple. Beaucoup de personnes, des entreprises me posent la question, par exemple, oui, c'est sympa pour gamifier, par exemple, ma classe, parce que je peux donner plein de choses, mais peut-être que ça ne va pas servir à plus que ça, en fait, parce qu'ils voient plutôt cette image, en fait, des badges. C'est quelque chose pas cohérent, justement, qui est délivré comme ça, etc., très désorganisé, et parfois, ils ont du mal, justement, à partir du terrain, de voir l'utilité des open badges et les potentiels, justement, des open badges. Donc, on a commencé à imaginer, à partir de ces briques Lego, une typologie des bases, on va dire. Donc, nous, on a différents types de projets. On a des projets internes et on a des projets en partenariat aussi. Des projets internes, ça veut dire des actions, des ateliers Réseau Canopé. Après, je vais montrer justement Réseau Canopé a un atelier dans chaque département. Donc, on a une centaine d'ateliers dans tous les pays, en fait. Donc, on est présent partout. Donc, c'est très intéressant parce qu'on mène des actions, en fait, partout dans les pays. Donc, on a ce type de projets Réseau Canopé. Mais on a aussi des projets comme la Normandie, par exemple, c'est un projet FEDER, en fait. Ou on a en Ardèche, on a un projet avec les conseils départementaux, par exemple. Ce sont des projets en partenariat, on va dire. Mais on essaie d'utiliser la même base de la typologie, mais bien sûr, les badges, ils ont une charte graphique différente, adaptée au projet, les métadonnées sont adaptées au projet, etc. Mais cette base, on essaie de l'utiliser et de donner une cohérence justement avec cette base. J'ai parlé aussi avec plusieurs Dan, par exemple, de l'éducation nationale, du rectorat, et pareil, on essaie d'avoir la même base, et comme ça, on peut parler la même langue aussi. Donc, dans la base, en fait, vous définissez votre thématique, on va dire, que c'est votre Lego des bases, comme ce truc vert qui est là, en fait. Donc, c'est la base. Et ensuite, vous placez des briques, qui sont les actions que je vais mener pour construire ma ville de compétences et de connaissances. Par exemple, et je voudrais savoir apprendre plus sur l'intelligence artificielle, on va dire. Donc, ma base,
vert, c'est l'intelligence artificielle. Et sur cette base, je vais commencer à mettre des briques Lego, donc plusieurs actions que je vais mener pour construire justement ma ville des connaissances et des compétences autour de l'intelligence artificielle. Par exemple, je peux aller à une conférence sur l'intelligence artificielle, ici au Learning Center par exemple. Ou par exemple, je peux rendre un projet par exemple sur l'intelligence artificielle que j'ai fait. Donc justement la preuve avec des critères, c'est justement le rendement de ces projets autour de l'intelligence artificielle. Ou peut-être que je peux réussir un cours d'intelligence artificielle aussi. Donc c'est une réussite, mon action, et je vais mettre mon Lego réussite que j'ai réussi à ces cours. Et on a plusieurs actions. Après, je vais montrer, on a identifié 9 actions. Donc on a plusieurs actions qu'on va mettre sur mon Lego des bases, que c'est la thématique. Donc on a la thématique et les actions. On a une troisième, en fait, un troisième élément, on va dire, de la typologie. Et ce troisième élément, c'est que chaque brique, en fait, il a une taille différente, en fait. Donc, il y a des briques carrées, il y a des briques plus longues, etc. Donc, chaque brique a une taille et une forme, on va dire aussi, différente. Et cette taille et cette forme représentent l'élément, ou le dernier élément, que c'est les niveaux, en fait. Donc, on a défini 4 niveaux, un peu comme la collègue qui avait présenté avant, explorateur, etc. Nous, on a du mal avec les termes. Personne ne se met d'accord. Jusqu'à maintenant, on n'a pas un accord pour les termes. C'est très compliqué parce qu'on a un grand réseau aussi. Donc, on a défini initié, acteur, expert et architecte. Mais je pense que ça va changer parce que les gens ne sont pas d'accord. Par exemple, ils disent non, initié, non, parce que ça m'amène à que j'ai déjà initié quelque chose. Vous savez, dans l'éducation nationale, c'est compliqué parfois aussi les termes. On est d'accord avec la définition, mais pas avec les termes. Parfois, c'est novice, non, novice, ça vient de la religion, en fait, parce que l'histoire, ok, pas novice. Donc, apprenti, non, apprenti, en fait, c'est mieux parce que c'était mieux à initier. Donc, c'est très compliqué, en fait, les termes. Et peut-être que ça va être explorateur, c'est un bon terme aussi, mais on est dans la recherche de ça. Mais au moins, on est d'accord dans la définition. Et donc, on avait identifié 4 niveaux. Et comme ça, on a, on va dire, la typologie complète, la thématique des vases, tout le Lego, on va dire, d'actions que je mène là, et aussi les niveaux de chaque Lego, en fait. Et ce n'est pas vertical. J'ai parlé avec les associations, par exemple, ils n'aimaient pas les termes niveau. Ils préféraient les termes posture, parce que ça m'amène à quelque chose que je dois terminer le niveau 1 pour passer au niveau 2, et pas forcément, en fait, ce n'est pas vertical. Encore une fois, les termes, c'est tellement compliqué que c'est vrai que ça m'amène à penser. Et après, on a dit, on va effacer les termes. On va dire 1, 2, 3, 4. Et justement, les associations, ils disaient non, parce que justement, ça m'amène à quelque chose vraiment très vertical et ce n'est pas l'idée du tout, en fait, de faire ça. Donc, c'est très compliqué, en fait, justement, avec les termes. Mais on a ces 3, on va dire, éléments des vases, justement. Et après, chaque atelier peut adapter, justement, ces éléments-là et adapter à chaque projet, etc., les éléments. Mais au moins, on a les éléments des bases. Donc, comme je disais avant, on a identifié 9 actions. Je pense que c'est un peu ton travail aussi, Philippe. Donc, on s'est basé sur le travail des différentes personnes pour identifier les actions les plus récurrents, on va dire. Après, chaque DT, par exemple la DT Grand Est avec Alexandre Benazar, que peut-être vous connaissez aussi, il propose de réduire à 4, les 4 les plus utilisés, par exemple. Donc, on est dans cette réflexion aussi. Donc, il y a rendement, capacité, réussite, cheminement, potentiel, participation, adhésion, engagement et collaboration. Et après, on va voir si on continue avec ces actions, si on réduit pour la simplicité. Pareil, on avait parti à 8 niveaux, pardon, à partir d'un référentiel de la Commission européenne. On a réduit à 4 parce que c'était plus compliqué, c'est déjà compliqué avec les termes avec ces 4. Et en fait, il y a 4, comme je disais avant, niveaux: initié, acteur, expert et architecte. Donc, pour les badges internes, on va dire, et on a défini un badge. Dans l'idéal, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était que chaque brique Lego soit un badge, en fait. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué dans une plateforme de mettre ça en place. C'est pour ça qu'on aussi on expérimente avec la blockchain aussi, parce que peut-être qu'il y a des solutions intéressantes, peut-être pas. Mais justement, c'est un débat intéressant avec Serge Ravet, justement, cette partie de la blockchain. Mais on expérimente aussi pour voir qu'est-ce que ça peut apporter pour aller plus loin que juste montrer des badges, en fait, et tous les potentiels des open badges. Donc là, dans notre badge, on va dire, la thématique est juste à côté. L'action est au milieu avec un pictogramme qui représente l'action. Les niveaux est un peu plus bas et ensuite, il y a les noms du badge. Donc à chaque fois qu'on doit imaginer les badges, on demande ces 4 choses, les noms du badge et les 3 éléments de la typologie. Après, si le projet il est en partenariat, ça va prendre une forme un peu différente. Par exemple, hier, nos collègues d'Île-de-France
Île-de-France. Ils ont publié les badges pour un projet qui s'appelle Traces de roue, c'est un data sprint, et en Île-de-France et peut-être dans d'autres régions. Et ce sont des très jolis badges d'ailleurs, ce qu'ils ont fait, mais ils ont personnalisé un peu les actions. Donc je vais parler demain, je pense, avec eux, justement pour stabiliser cette partie-là. Et donc, comme je disais avant, on participe dans plusieurs projets. Et ça, c'est un peu la carte aussi des ateliers Canopé. Donc, c'est très intéressant parce que les open badges, il y a une motivation, mais vraiment énorme en fait dans les ateliers. Normalement, on avait pensé de travailler avec 3 territoires, mais pas avec tous les territoires. Donc, c'est fascinant presque en fait cette démarche, cette motivation de nos médiateurs, des directeurs d'ateliers et de tous les DT en fait. Donc, c'est très 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 intéressant, mais c'est pas facile parfois justement d'être un réseau et de coordonner les réseaux en fait. Donc là, j'ai énuméré quelques participations parce que si on participe à plusieurs badges jaunes, on va dire très important justement pour constituer l'écosystème, pour parler la même langue. Aussi cette idée de toujours être ouvert en fait à tous les acteurs, de travailler vraiment en open en fait avec tout le monde. Et parfois on a aussi des projets internes comme je disais avant, comme le hackathon, les data sprints, comme Île-de-France hier, ou des projets de valorisation, de reconnaissance des compétences internes. Donc on a aussi un projet interne pour nos médiateurs, pour cartographier en fait les compétences de nos médiateurs qui parfois ils ne sont pas appréciés, par exemple Caroline, je pense, de Normandie, la directrice de Normandie, elle donnait l'exemple très précis. Et parfois, il y a des médiateurs qui sont vraiment des experts sur le climat scolaire, mais parfois, comme les parcours n'étaient pas le parcours exact climat scolaire, parfois on ne connaît pas en fait ces potentiels autour du climat scolaire. Parfois, par exemple, nous on travaille avec des entreprises, Orange et autres entreprises, et les médiateurs ils sont vraiment experts en fait dans ce type de solutions. Et parfois, je dois chercher vraiment chercher qui a ça va être super intéressant en fait de cartographier ces compétences en interne. Hein. Ça c'est un projet interne à Canopé, mais aussi on a tous ces projets externes. La dernière chose, on se pose la question avec les sacs à badges aussi, l'importance du sac à badges. Là, c'était plutôt la partie vraiment délivrer les badges. Mais c'est vraiment très important cette partie-là, en fait, des sacs à badges. Donc aujourd'hui, on utilise Open Badge Factory pour délivrer les badges, mais pourquoi pas, on peut utiliser avec Badger, Open Badge Factory. Il y a différents types de sacs à badges. Et en fait, Vieduc a commencé aussi à imaginer un sac à badges interne, en fait. Donc Vieduc, c'est, on va dire, un réseau social pour les enseignants. Donc aussi, ils ont commencé à intégrer les badges dedans. Donc l'idée de Vieduc, c'est de pouvoir faire des endossements dedans et avoir un moteur de recherche aussi dedans pour mettre en lien tous les enseignants, par exemple, qui ont le même badge, les mêmes intérêts, etc. Donc on est en train de partager les badges, etc. Donc on est en train de mener cette réflexion, en fait, avec Vieduc en tant que sac à badges ou qui peut intégrer des badges. Donc juste pour terminer, donc ça c'est un peu les questions en fait qu'on se pose aujourd'hui aussi, comment pourrions-nous travailler de façon ouverte et cohérente avec les autres écosystèmes. Donc on est dans ces processus. Comme je disais avant aussi, on se pose la question avec la blockchain. Donc c'est pour ça qu'avec Perrine, on travaille aussi dans les groupes de travail du ministère aussi avec la blockchain. Et la dernière question, ça c'est comment pourrions-nous imaginer une typologie cohérente à tous les acteurs de différents écosystèmes aussi. Donc je sais que je disais avant, parler avec les dents, etc. Donc, c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui et c'est sur ça qu'on commence à travailler avec cette typologie. On commence à parler aussi avec tous les badges et aussi avec tous les autres acteurs de l'éducation nationale. Merci. Merci, Louis. Une petite question avant de changer de présentation dans le public. Yes, Don? Thank you. It's a fascinating presentation. Thank you. I'm just wondering about the ability to compare badges and elements of alignment, and I'm not sure this is a good idea, but have you considered using, first of all, the levels of education of, say, the EQF or ISCED, the United Nations international levels, and then also even their domains of education and training? The idea being that if it's an international standard, many can do this, and you don't need to necessarily map from country to country to country, or even region to region. Yeah, actually, we were talking about the same thing the other day, last week actually, because Open Badge Factory, for example, they integrated the ESCO
competences from the European competences. It's very interesting because it could allow us to talk the same language, but as you said, probably it's not a good idea to impose. Justement, I'm mixing the languages. But what we try to do is, that's why now we are thinking probably give just this base typology, this typology of 3 elements, and then each project can define the referential, the competences, and all of that. So we are thinking about that, and it's very difficult because we are in the reflection of that. It's not a good idea, even inside our network, it's not a good idea to impose to things to the other DTs actually. And that's why, for example, this morning actually I received a mail, and in the mail it said, oh, it's the Ile-de-France go nowhere because they are not in the network and the thing, but actually they are actually, because they use the 3 elements, but they personalize the thing because their project is very different. And that's very interesting. And the other thing that is very important is in each project, for the validation of things, to think which badges we will create and all of that, they are experts in this thing. So if it's just the national thing that will think all the badges, it's not a good idea. So it is a good idea to decentralize the thing. But we are in this reflection. It's very difficult because sometimes we are formatted to think in this way, in the descendant way. And it is exactly the opposite that we are trying to do, is it ascendant way. And ESCO probably is a good idea, a good start. So we explored this ESCO and we mix with another thing that is, we have a referential in Canopé actually that we use on competences. So I think next week we're gonna mix both, and probably that will be the base. And then you can personalize your referential in the metadata of each badge. So we are in this reflection, and it's a very, very good question actually to see how we can do actually this ascendant, descendant, and to find a balance. Merci, Louis, Merci, pour la présentation. merci beaucoup. Merci bien. J'appelle Jacques Dubois, from Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Bonjour. Donc voilà, parfait. Donc Jacques Dubois de l'Académie de Dijon, délégation académique au numérique, pour présenter un projet de Open Badge en Bourgogne-Franche-Comté. Donc pour commencer, moi je trouve intéressant, alors Louis a parlé de Carol Dweck, moi je parle de Laurent Bibard, qui est titulaire de la chaire de la complexité à l'ESSEC, et qui réfléchit à la complexité et à la simplicité. Et pour lui, la complexité, c'est l'incertitude, la contradiction, l'émergence et la vigilance collective. Et c'est le monde courant qui nous entoure. Le seul problème, c'est que nous, on est plus à l'aise dans la simplicité, où tout est sous contrôle, où tout est cohérent, où les éléments sont visibles. Et en plus, il y a un leader qui sait et qui dit aux autres ce qu'il faut faire. Et ça, malheureusement, il y a une tension entre cette approche de la simplicité qui est confortable et la réalité qui est complexe. Et donc, lui propose de s'appuyer sur ce qu'on sait faire pour inventer des nouvelles solutions. Et c'est là que les badges sont intéressants. Et donc, ce qu'il dit, c'est que ce qui est important, c'est de prendre conscience de tout ce qu'on sait faire pour pouvoir le transposer dans de nouvelles situations et ainsi avancer, évoluer. Donc, ça peut se présenter comme ça. J'ai une activité, je la fais, et j'ai 2 choix. Soit je refais ce que je sais déjà faire, et je stagne, et je suis toujours dans cette logique-là, à refaire ce que je sais déjà faire. Soit je me dis, tiens, oui, effectivement, j'ai conscience que je sais faire d'autres choses, et ça me permet d'oser et d'aller vers l'avant pour faire autrement, ou faire des nouvelles choses. Et donc, ça fait un cercle vertueux de développement. Alors, ça correspond à ce que Madame a présenté au niveau des APP. C'est la même logique au niveau des réseaux Canopé. Et cette logique de reconnaissance pour soutenir et développer le pouvoir d'agir qui va permettre d'apprendre, je pense qu'on est vraiment dans la logique que le badge s'intègre bien dans cette logique-là. Il y a une étude qui a été publiée par rapport au chef de projet de Badgelist, une plateforme de badge, pour savoir quelle était la pertinence des badges au niveau des utilisateurs.
Et il y a deux éléments, moi, que j'ai trouvé saillants, c'est que les badges permettent de comprendre et de mettre en relation tout le parcours professionnel, les expériences, les réalisations, les formations, etc. Et que l'utilisateur de badge peut mieux lire son parcours et cerner ce qu'il a appris. Et d'un autre côté, ça lui permet aussi de mieux raconter et d'exposer aux autres ce parcours. Et donc ça lui permet de mieux lire et après de mieux en parler. Et c'est bien dans cette logique-là, encore, qu'on a vu ce que vous avez présenté ce matin. Excusez-moi pour ceux qui ont présenté hier, j'étais pas là. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, on initie un projet, Bravo BFC, reconnaissons nos talents. Et l'idée de Bravo, c'est d'abord que c'est le premier mot en langue française pour parler de reconnaissance, le premier mot qui vient à l'idée, et que Bravo, ça peut aussi être un acronyme. Alors on y est tombé d'accord pour dire des badges pour reconnaître des aspirations, des valeurs et des œuvres. Et donc ça fait Bravo, des badges pour reconnaître des aspirations, des valeurs et des œuvres. Donc c'est hyper réfléchi. Donc voilà, et donc ce projet est initié depuis... ça fait 2 ans qu'on travaille dessus et ça commence à décoller hier, on va dire. Donc le projet initié, c'est d'abord de fédérer des acteurs. Alors à l'origine, il y a les 2 rectorats de Dijon et de Besançon, qui sont les 2 rectorats de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a la DRAF, il y a la région et le SGAR, le secrétariat général aux affaires régionales, donc, qui sont intéressés pour développer cette logique d'open badge, pour reconnaître pour leur personnel, alors l'éducation nationale aussi pour les élèves, mais aussi pour tous les citoyens de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est à visée citoyenne large et pas sur un public restreint. Avec deuxième volet du projet, émettre des badges, bien sûr, et proposer un sac à badge avec, si possible, un sac à badge qui soit hébergé en Bourgogne-Franche-Comté avec une URL Bourgogne-Franche-Comté pour que le citoyen lambda, dans la ruralité de notre région, soit serein et à l'aise avec cet outil. Et qu'on ne lui dise pas, tiens, c'est une URL qui peut faire peur parce qu'elle n'est pas maîtrisée ou pas connue. Donc ce projet, les premiers badges, j'ai dit, a commencé hier, parce qu'effectivement, les premiers badges ont été émis hier, mis à disposition hier, pour une journée du numérique dans l'enseignement. Alors il n'y a pas encore toute la réflexion de catégorisation que vous avez présentée, mais l'idée, c'est vraiment d'aller dans une logique de territoire apprenant. Et il y a un géographe de l'université de Clermont, Laurent Rieufort, qui dit un territoire apprenant, c'est 3 choses. Une dynamique collective, la capitalisation et la documentation du travail, et la co-construction de solutions en réseau. Donc la dynamique collective, au niveau du consortium Bravo BFC, il se manifeste par le petit logo Bravo qui sera sur tous les badges. Comme ça, il y a une fédération des acteurs collective sur un projet. Il y a une capitalisation, parce que l'idée, c'est que les badges soient dans une démarche d'analyse réflexive et qu'on puisse effectivement pas dire qu'est-ce que ça m'a apporté de participer à cette journée ? Qu'est-ce que ça a déclenché en moi ? Qu'est-ce que j'ai découvert ? Quelle rencontre pertinente s'est passée ? Et donc ça, cette logique de capitalisation, elle est vraiment importante. Et la co-construction de solutions, c'est d'essayer d'être collectif, de travailler ensemble, alors au niveau des acteurs fédérés, et de laisser la place pour faire venir de nouveaux acteurs. Voilà où on en est de notre projet. Alors c'est nos premiers pas, donc il n'y a pas de rapport très pertinent sur les retours d'expérience, mais on est content de commencer, et on vous remercie. Donc un nouveau projet de territoire qui démarre. Est-ce qu'il y a une question pour Jacques Dubois sur son projet? Bravo. Oui, pardon. Excusez-moi. Sur leur projet. Bravo. Une question dans le public? Une fois? Une question 2 fois?
Alors, j'en profite du coup pour vous rappeler qu'on peut prendre des notes collaborativement. Vous avez dans le programme le lien pour arriver ici, hein, et vous avez les différents pads qui sont disponibles en suivant les codes qui sont associés au programme. Donc aujourd'hui, ça doit être PR2 quelque chose, ça doit être PR21, je pense, ici. Et voilà. Donc tous ceux qui ont la fibre collaborative, qui ont un ordinateur, vous pouvez, n'hésitez pas à prendre des notes ou même poser vos questions, hein, puisqu'après on va remettre tout ça en commun. Alors j'appelle maintenant, donc merci Jacques, j'appelle maintenant, j'ai fait tomber quelque chose, Raphaël. Et Raphaël, ta présentation elle est ici, là-haut. Là, pardon. Voilà. Je te laisse. Bonne Merci présentation. bien. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je viens vous présenter une démarche un peu particulière dans le cadre de Bâtiment CFA Normandie et du label CFA Numérique Normand. On est à la suite chez Bâtiment CFA Normandie, donc 7 centres, 7 pôles de compétences, 4600 apprenants, 198 collaborateurs formateurs et 300 salariés, avec une démarche de badge qui a démarré maintenant il y a un peu plus d'1 an et demi. Une démarche de badge qui est une démarche d'accompagnement. Hein, très clairement, on est sur une nouvelle ingénierie de formation. On est des centres de formation qui sont très proches de l'entreprise. On a besoin de répondre à un objectif, appréhender au mieux la loi Avenir Professionnel et répondre à la demande des entreprises. Et pour cela, on modularise. Hein, on a 60 diplômes. On a modularisé, hein, ça nous fait 1060 petits modules et ça nous permet aujourd'hui de délivrer de la formation à la compétence. Et c'est là qu'on va raccrocher avec les badges, hein, parce qu'on n'est plus sur de la formation au diplôme, on n'est plus que sur de la formation au diplôme, on est sur du double niveau de la formation au diplôme pour les jeunes qui sont rentrés encore là au mois de septembre et de la formation à la compétence pour qui veut venir chez nous et pour les entreprises du bâtiment. Comment on valorise les compétences informelles? On en est tous là. Et on est sur la suite d'une démarche structurante, le label CFA Numérique Normand, qui a été développé par la région Normandie depuis décembre 2017, qui est un label permettant à l'ensemble des réseaux de CFA normands de se structurer et de montrer un virage vers le numérique. Hein, je ne parle pas d'informatisation, mais vraiment de numérique et de pouvoir amener des approches différenciantes dans la formation des jeunes, hein, pour tous les réseaux. Donc c'est en Normandie, c'est 17 réseaux, hein, Philippe, je crois, et 70 CFA. Hein. Aujourd'hui, on est à 45 CFA labellisés et 11 réseaux, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, dont le réseau bâtiment CFA Normandie, hein, pour cette CFA. On est sur une démarche structurante avec la région où on accompagne l'ensemble des CFA dans le déploiement des badges. Donc on a une dizaine de badges de créés. Et pour obtenir le label que vous voyez affiché à l'écran, il faut, sur les 12 badges, il en faut 10 dans la collection, dont 5 obligatoires portés par la région. Sur cette base, on a continué le développement chez Bâtiment CFA Normandie pour accompagner nous-mêmes la transformation numérique de notre organisation et la transformation de nos formations. Donc on reconnaît aujourd'hui avec des badges en interne l'ensemble des compétences informelles liées à la nouvelle offre. On accompagne la montée en compétences des formateurs, des apprenants et des salariés, puisqu'on ne veut pas rester uniquement sur les formateurs, mais on a l'ensemble des salariés et des personnels administratifs, excusez-moi, qu'on veut faire monter en compétences numériques pour accompagner le développement de nos CFA. Et puis, l'objectif, c'est de valider des compétences émergentes. Hein. Il y a des choses qui peuvent arriver, hein, avec les discussions qu'on a aujourd'hui, hein, dans cette conférence. Il y a des choses qu'on va revenir, qu'on va développer, qu'on va ramener. Et voilà, on va essayer de faire encore mieux et de développer de nouvelles compétences.
Dans nos CFA, et c'est là l'objet de ma présentation, c'est que on rapproche ça à la démarche ISO. On s'assure pour que ça fonctionne, parce que c'est quand même très nouveau, même si ça fait un peu plus d'1 an. On a la certification NF 214 qui est en phase de déploiement. Et on a donc nommé dans chacun des CFA 2 référents qualité. Et les badges sont construits chez nous de cette manière pour leur suivi. On leur met des critères. Et nos référents qualité vont suivre les critères pour s'assurer que des badges ont toujours une valeur en interne. Et que si toutefois il n'y a plus de valeur parce qu'il n'y a plus besoin de ce type de formation, il n'y a plus besoin de ce type de badge, on va être capable de l'éliminer rapidement ou bien de le faire évoluer. On utilise la plateforme Open Badge Factory et Open Badge Passport au jour d'aujourd'hui. On n'a pas créé quoi que ce soit. Ça nous permet d'aller regarder ce qui se fait dans l'écosystème. Les badges qu'on a développés en interne, on est pour l'instant sur une dizaine de badges. On n'en a pas développé plus. Ils ne sont pas encore ouverts, donc ils ne sont pas visibles. Si vous allez sur le compte bâtiment CFA Normandie dans Open Badge Passport, vous ne trouverez pas les badges qu'on a développés parce que ça fait moins d'1 an et au mois de juin l'année prochaine, on les ouvrira. On veut s'assurer de leur pérennité pour le moment. On est sur de la création de badges pour les personnels et les apprenants. Donc là, comme disait Louis précédemment, on est sur quelque chose d'ascendant. Et l'objectif pour nous, c'est de reconnaître des compétences avec lesquelles ils vont pouvoir partir en entreprise. Donc en ce moment, on est sur la phase d'évaluation des badges qui ont été créés et délivrés. Et maintenant, donc là, je vais raccrocher à la démarche label CFA numérique normand, puisque on est toujours dans la démarche. On a eu une réunion de l'ensemble des CFA en Normandie il y a une quinzaine de jours. On est toujours avec un groupe de pairs en phase d'accompagnement, où on fait du prosélytisme comme aujourd'hui. On présente les démarches qui ont pu être déployées dans les différents réseaux de CFA. Et comment on accompagne la vingtaine de CFA pas encore labellisés à monter en compétence avec l'obtention des badges. On est dans le cadre de ce label en phase de déploiement de nouveaux badges et on est en train de regarder comment les CFA vont pouvoir obtenir ces nouveaux badges. Donc là, on se réunit au mois de janvier. Et puis, moi, personnellement, je suis sur une démarche de présentation de la démarche, pour le cas Open Badge, sur l'ensemble du réseau 3CA BTP. Donc, dans notre réseau, on a 13 associations. Et l'idée, c'est en train de démarrer en Pays de Loire, d'ailleurs. L'idée, c'est que les associations régionales puissent s'emparer de la démarche pour reconnaître encore une fois les compétences informelles et tout ce qui sont dans la même logique que nous sur comment on modularise les formations et comment on reconnaît les nouvelles compétences. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Donc d'avoir présenté assez rapidement, c'est une présentation assez concise, mais en fait c'est un beau projet de mise en œuvre des badges à la fois dans un réseau de CFA, dans une démarche régionale aussi, à travers le label CFA numérique. Donc des badges qui sont délivrés à des institutions, à des organisations, et pas à des personnes dans ce cas. Y a-t-il une question pour Raphaël dans le public ? Une question en direct. Je regarde. Non, tout le monde détourne le regard. Eh bien, vous pourrez lui poser des questions, par exemple en buvant l'apéritif avec lui tout à l'heure, ou en mangeant, si vous voulez en savoir plus, sur les badges dans le réseau CFA, BTP, Normandie. Merci Raphaël. Merci à vous. Et je vais appeler notre dernier témoin de la matinée, pardon. Merci. Donc Yves Levillain de la mairie d'Angers, D'. Voilà. Et tu as une présentation, petit jeu de mots,
Alors, tu as une présentation en mode PowerPoint et aussi une vidéo. Donc, là, c'est le PowerPoint et là, il y a ton film, ici. Donc, le PowerPoint devrait s'afficher. Il devrait s'afficher dès que je fais présentation. Là, à partir du début. Voilà. Et tu as... pardon, le micro. 1, 2. Bah, écoutez, bonjour à tous. Effectivement, Yves Le Villain, donc en charge sur la ville d'Angers de l'animation d'une politique éducative locale. Et 3 supports que je vais vous présenter très rapidement. C'est effectivement une histoire qui nous a conduit à croiser récemment les badges. Donc une petite intro, une vidéo qui va nous servir pour communiquer en direction des familles sur ce que c'est qu'un badge. Et je vous le propose parce que c'est assez bien fait pour présenter le projet. Et puis 3 diapos après que je vous expose sur les éléments de contexte qui nous ont conduits à tout ça. Donc d'abord, un petit mot sur les politiques éducatives locales. Vous savez que les collectivités territoriales contribuent depuis très longtemps aux actions éducatives sur les dispositifs, que ce soit les contrats de ville, les politiques de la ville, ainsi de suite. Et depuis maintenant 4-5 ans, c'est notamment depuis les rythmes scolaires, les villes souhaitent être aussi actrices et agir aux côtés des parents et de l'école dans le champ éducatif. Elles sortent un peu de simplement la mise à disposition de moyens pour être aussi acteurs de politique. Et donc, la question qui se pose pour toutes ces villes qui, à un moment donné, veulent rentrer dans ce champ-là, c'est de formaliser leurs intentions et leurs projets. Et en quoi elles peuvent effectivement agir à côté des autres acteurs. Sur la ville d'Angers, mais beaucoup de villes partagent en fait globalement la même démarche, c'est de dire que la réussite éducative de l'individu, elle se construit bien sûr par les parents et l'école, mais aussi par tout l'environnement dans lequel il évolue au quotidien. Et plus cet environnement sera riche et stimulant, plus effectivement on a de chances de soutenir un parcours éducatif. Donc c'est le concept du territoire apprenant ou de la ville apprenante. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous conduit dans cette démarche, et je vous propose la vidéo. Alors je la lance comment Vas-y, merci. Donc une vidéo, en fait, dans notre démarche, elle est sur l'apprentissage tout au long de la vie. Mais il y a un endroit plus particulier sur lequel on souhaiterait agir, c'est en direction des plus jeunes, et expliquer l'éducation à la citoyenneté plus la reconnaissance des apprentissages informels de façon concise, c'est pas simple. Donc on a fait une vidéo avec un professionnel, la voilà. C'est quoi grandir? Comment devient-on citoyen ou citoyenne? Ça s'apprend où? À Angers, on se pose toutes ces questions quand on parle de la politique éducative locale. Car participer un peu, beaucoup à la vie de son quartier, de sa ville et plus largement à la vie en société, c'est ça qui fait grandir. Sauf qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour une éducation réussie. C'est un chemin avec des étapes et des rencontres qui nous façonnent tout au long de notre enfance, jusqu'à l'âge adulte et encore au-delà. Alors bien sûr, il y a l'école, les amis, la famille, les parents. Il y a aussi tout ce que nous développons en dehors, lors d'activités sportives ou culturelles, au contact d'associations par exemple. C'est cette somme d'expériences qui font de nous les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Dans le cadre du projet éducatif, la ville d'Angers et ses partenaires locaux ont identifié les étapes clés de ce chemin. Découvrir. S'engager, prendre sa place dans un groupe en respectant les autres. Partager des valeurs. Agir pour la cité. Ces étapes regroupées dans un parcours citoyen sont des compétences à part entière qui se vivent et s'expérimentent dans différentes activités, la culture, le sport, le numérique et à tous les âges. Mais des compétences pour lesquelles il n'y a pas forcément de diplôme ou de certification. C'est pourquoi la ville d'Angers a décidé de mettre en place un passeport numérique de la réussite éducative et de la citoyenneté.
une façon de reconnaître les expériences, la progression, les acquis. Mais qu'y a-t-il dans ce passeport? Des badges, avec le programme Badgeons nos réussites, une façon ludique de partager les compétences informelles. Pour en savoir plus, Rendez-vous sur angers.fr, rubrique politique éducative locale. Badgeons nos réussites, c'est un projet qui repose sur une idée simple. toutes nos compétences ne se réduisent pas à nos diplômes. Et toutes nos compétences ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Dans un parcours éducatif, il y a des étapes fortes, des rites de passage qui marquent nos apprentissages et nous mettent en confiance. Badgeons nos réussites consiste à reconnaître ces étapes pour permettre à chacun et chacune de matérialiser concrètement son parcours citoyen. Alors, comment ça marche? Suivons Samia. Elle a 14 ans et joue depuis toute petite dans le club de foot de son quartier. Elle est très investie dans l'arbitrage et l'animation du club. Sa structure est labellisée. Cette année, elle a reçu 3 badges. Le badge engagé, être bon joueur et connecté. Camille a 8 ans. Il participe à des ateliers périscolaires sur les gestes qui sauvent et se rend tous les mercredis à la piscine avec son club de natation. Cette année, il a reçu 2 badges, petit secouriste et dauphin d'argent. Quant aux parents de Samia et Camille, ils ont reçu une invitation pour transformer cette réussite en badge numérique. Chaque badge peut être délivré par la ville ou par une structure labellisée, associations culturelles, scientifiques, sportives, centres sociaux et bien d'autres. Tous ces badges peuvent ainsi se retrouver dans un espace virtuel en ligne qu'on appelle compte personnel d'expérience. Ce compte peut s'alimenter toute la vie. Il permet de valoriser chacune de vos expériences. Ça peut servir auprès des universités, des entreprises ou pour trouver un stage en Australie. Jeunes et moins jeunes, vous pouvez donc commencer votre parcours dès aujourd'hui. Plus d'informations sur angers.fr, rubrique politique éducative locale. Donc, effectivement, vous voyez, la vidéo, elle cible exclusivement les 6-12 ans, et parce qu'effectivement, elle est faite pour ça. Le projet, en fait, si on revient en arrière, parce que le retour en arrière, voilà. En fait, je reviens juste en amont, 2 ans en amont. Que s'est-il passé? Comment on arrive à ça? Parce qu'en fait, les politiques éducatives, elles existent depuis 1981 dans les collectivités territoriales avec les premières démarches autour de la politique de la ville. Donc il y a déjà une habitude dans les territoires à travailler avec les acteurs, sauf qu'à un moment donné, il fallait formaliser. Donc c'est un schéma très simple, moi je vais juste reprendre les buts du haut. C'est effectivement les fondamentaux qui nous conduisent aujourd'hui sur cette politique. C'est à la fois repérer, et c'est la partie gauche là-bas, repérer en quoi les acteurs aujourd'hui qui agissent sur un territoire sont légitimes pour agir à côté des parents et de l'école. Et ça s'est construit avec les représentants de l'éducation nationale, mais aussi toutes les associations, mais aussi les services municipaux qui agissent. Voilà. Donc on a repéré à l'échelle de notre territoire, mais c'est assez proche, je pense, sur d'autres, quels sont les endroits où nous avons déjà des acteurs qui savent faire et qui sont reconnus pour le faire. Ça, c'était les orientations. À l'époque, 2016, on ne pensait pas du tout badge, on était encore sur qu'est-ce qui nous réunit. Et puis le deuxième pilier qui nous intéresse à l'échelle d'un territoire, c'est que on peut faire vivre aussi la dimension collective en travaillant sur des valeurs. Et c'est ce deuxième pilier, c'est de se dire, quand j'organise un tournoi de football, une journée citoyenne ou une animation culturelle, je travaille aussi les valeurs le respect avec la laïcité, le respect des autres, la lutte contre les discriminations. Voilà. Et tout ça sont des contributions à la réussite éducative. Et puis le dernier pilier, et c'est le plus important mais le plus compliqué, c'est la gouvernance. On se demandait si on allait le mettre en premier ou en dernier, mais c'est comment on arrive à faire travailler, collaborer ensemble toutes ces expertises qui sont nombreuses sur les territoires. Et l'exemple encore aujourd'hui, c'est comment on peut gagner un intérêt collectif en intégrant les intérêts particuliers de chacune des structures. La première, donc après avoir formalisé les objectifs, les fondements, la deuxième chose, c'était ça, c'était de se dire qu'est-ce qui fait sens entre un éducateur sportif, un professeur de musique ou un animateur du numérique. Et on s'est tous mis d'accord sur... c'est sur la formation à la citoyenneté que ça s'est joué. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui nous rassemble tous, c'est la contribution à la formation du citoyen, aux compétences citoyennes. Et alors on a passé un petit moment dans les années en 2016-2017 pour essayer de voir comment on pouvait avancer là-dessus. Et en fait, on s'est arrêté à quelque chose de très simple, c'est de dire la citoyenneté, c'est un parcours.
C'est ce que vous voyez dans la vidéo. Ça se passe en 4 étapes. On a tous gagné effectivement, alors comme tout à l'heure ça a été dit, une grille de lecture. C'est pas un référentiel, c'est globalement se dire, on partage tous l'idée que la construction des compétences citoyennes, ça se fait en étapes. Et chaque étape sont importantes. Et dans tous les projets que nous avons, que je sois un animateur sportif, un prof de musique, ben je vais m'intéresser bien sûr à ce que j'apprends, parce que je veux dire la technique, mais aussi aux messages et aux valeurs de citoyenneté que je mets derrière. Alors, il y a des repères qui sont un peu plus précis derrière, mais nous n'avons pas le temps de les développer. Mais voilà, c'est l'idée des 4 étapes qui font sens entre nous. Et puis, c'est plutôt un autre sens. Voilà. Et puis un petit mot sur effectivement les badges, mais en fait les badges on les a rencontrés l'an dernier, donc on utilise les open badges, mais on utilise bien d'autres choses. Les 2 premiers badges en fait sont autour de apprendre à être parent. Vous savez, dans les villes, l'enjeu autour de l'hygiène, autour des écrans pour les moins de 3 ans. Sur le langage, la difficulté que nous avons autour de l'installation de ce qu'on appelle les politiques linguistiques familiales, c'est d'installer un langage au sein de la famille. Voilà, que ça soit d'ailleurs la langue maternelle ou autre chose, mais qu'il y a un échange. Et ça, c'est moins de 5 ans, et moins de 3 ans en particulier. Donc ça, c'est des compétences, des savoirs d'expérience que l'on souhaite valoriser avec un accompagnement autour de cette logique apprendre à être parent. Après, il y a 4 badges explorateurs culturels, être bon joueur, dauphin d'argent, petit secouriste, qui sont des badges plutôt en direction des 6-12 ans. C'est l'accompagnement un peu au collège et de se dire, par exemple, pour ceux qui connaissent dans le cycle éducation nationale, APS qui est apprendre à porter secours, on peut le travailler pas que dans l'école, on peut aussi le travailler dans le centre de loisirs et développer, apprendre aussi à porter secours en dehors de l'école. Et donc ça permet effectivement de développer, de soutenir un peu les parcours d'apprentissage qui sont au sein de l'éducation nationale, mais de le faire avec effectivement les acteurs du territoire. Et puis les 3 autres badges après, non, surtout les 4, parce que connecter, c'est là où le Open Badge commence pour l'individu, parce qu'il est autorisé à rentrer dans les réseaux, parce qu'il a le badge connecté, je respecte les autres, et je respecte effectivement, j'ai mon e-réputation, j'ai fait attention à ce que je mets en ligne. Donc à partir de là, le concept du Open Badge fonctionne avec des choses qui sont construites avec entreprendre, c'est les compétences entrepreneuriales. On les a travaillées avec le CFA, Pierre Cointreau et la CCI, qui sont aujourd'hui très engagés là-dessus. Engagé et citoyen actif, engagé, c'est les premières démarches que je donne, c'est l'altruisme, je me propose pour participer à un certain nombre d'actions parce que ça contribue à mon épanouissement. Et citoyen actif, c'est les actions qui sont construites par des acteurs du territoire qui produisent elles-mêmes de l'intérêt général. C'est ce qu'on a, nous, on a appelé agir dans la cité. Voilà. Donc c'est en fait des badges qui sont possibles. Alors il faut savoir que pour les 6-12 ans, vous l'avez vu dans la vidéo, on ne leur donne pas de badge numérique, ils ont un vrai badge avec une épingle et tout. Et puis c'est les parents qui sont invités à le faire, qui vont le faire ou pas. On a certainement pas mal de, quand je dis d'échecs, oui et non, c'est-à-dire que les parents n'ont pas forcément envie d'ouvrir une plateforme pour leurs enfants, ils s'arrêtent au badge physique. Voilà, donc on a un site qui explique tout ça et je vous en remercie. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y a de nombreuses questions dans la salle. Donc la question de délivrer des badges à des jeunes, hein, donc de moins de 12 ans. Donc si j'ai bien compris, c'est un badge physique qui leur est remis. Est-ce que ce badge contient un QR code peut-être pour la version ou est-ce que ce sont aux parents, comme tu l'as dit, de faire la démarche? Oui, c'est bien ça. En fait, je crois que la reconnaissance des compétences informelles, toutes ces plateformes-là qui se créent, il faut aussi inviter les parents à s'en saisir pour valoriser effectivement les expériences. Donc en fait, ce badge, parce que l'enfant, ça ne lui parle pas, c'est de lui donner un vrai badge à épingle. Et par contre, on invite les parents à quand même aller regarder ce qui se passe dans cet espace-là, sachant qu'au niveau collège et lycée, on utilise aussi, on met en lien avec Parcoursup, parce que Parcoursup, aujourd'hui, ils sont très attentifs dans l'analyse, effectivement, à ce qui se fait à côté du parcours scolaire pour les orientations. Voilà, non, il n'y a pas de QR code encore. Moi, je ne pense pas qu'il y en ait. Parce qu'on ne veut pas vraiment dire, d'un côté, le numérique, c'est plus de 12 ans, et en même temps créer des...
D'accord, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, du coup? Je m'étais lancé. Je regarde. Pas de questions dans la salle. Ok. Eh bien, merci Yves. Donc, on peut te poser des questions, toi aussi, à l'apéritif, si on veut en savoir plus. Merci. Merci à tous les présentateurs. On peut les applaudir une dernière fois donc, pour cette matinée. Donc, nous avons maintenant le coffee break, je crois. J'espère que j'ai oublié personne. Hein. Vous me dites, hein, vous avez le programme devant les yeux. Hein, vous êtes tous passés, rassurez-moi. Donc, on reprend à 11h, me semble-t-il.